d'autosuffisance alimentaire, tandis que d'autres s'enfonçaient dans la contraction. Que signifie pour chacun d'entre nous le fait qu'Ibrahim Traoré ait dit non là où d'autres auraient accepté sans débattre? Un horizon soudain semblait changer d'axe. Ce récit promet plus qu'un simple affrontement diplomatique. Il dévoile les mécanismes concrets qui transforment un refus en restructuration politique, économique et sociale. L'enjeu central, comprendre comment une décision agricole redéfinit le pouvoir, devient le fil conducteur de cette enquête. Si ce choix paraît à première vue audacieux, il expose surtout un risque mesurable: perdre un filet de sécurité extérieure tout en gagnant une souveraineté dont le coût n'est pas encore complètement connu. Mais c'est précisément ici que se joue la tension essentielle. Qu'arrive-t-il lorsqu'un pays décide de ne plus échanger sa marge de manœuvre contre une assistance conditionnelle? C'est en quelque sorte un micro-accroche dans ce récit. Dans les semaines suivant le refus, les marchés n'ont pas vacillé, les récoltes n'ont pas manqué, et les observateurs ont réalisé que le geste burkinabé ne relevait ni du défi symbolique, ni d'un calcul impulsif. C'était un test. Un test adressé au monde entier pour déterminer si l'Afrique pouvait désormais prendre position en fonction de ses propres capacités plutôt que de ses anciennes faiblesses présumées. Et si cette logique se confirme, alors la trajectoire du continent tout entier pourrait basculer vers une nouvelle forme d'équilibre. La révélation est tombée en deux temps. D'abord la donnée brute: 85% des besoins alimentaires nationaux désormais couverts par la production locale burkinabé. Puis la prise de conscience qu'un seuil stratégique venait d'être franchi. Ensuite, un fait plus discret mais plus profond: cette autosuffisance n'était ni un miracle, ni une déclaration d'intention, mais le résultat de 3 années de reconquête méthodique des terres, des canaux d'irrigation et des coopératives villageoises. Pendant que les États-Unis publiaient à l'aube un rapport alarmant sur la plus forte contraction agricole depuis 20 ans, le gouvernement de Ouagadougou constatait l'effet inverse: des milliers d'hectares abandonnés remis en culture, des systèmes d'irrigation rénovés et des récoltes capables de stabiliser les marchés locaux. Ce renversement de dynamique n'était pas une coïncidence, mais un glissement structurel qui plaçait Burkina Faso dans une situation inédite: ne plus dépendre mécaniquement des circuits d'aide occidentaux pour garantir la sécurité alimentaire interne. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré prenait un relief nouveau, ancré dans des données que les diplomates étrangers n'avaient pas anticipées. À mesure que l'on examine la reconstruction agricole, un enchaînement apparaît. Les coopératives féminines du Sranov ont augmenté la disponibilité en 1000 au point d'alimenter des marchés atteignant près de 200 000 personnes. Dans le Sahel, une génération du retour s'est formée, composée de jeunes revenus cultiver des parcelles que leurs familles avaient quittées. Les marchés urbains, eux, n'ont montré aucun signe de pression après le refus du paquet alimentaire de 1,4 milliard. Le contraste avec les projections internationales, souvent fondées sur l'image figée d'un continent structurellement dépendant, est devenu impossible à ignorer. Cette scène explique pourquoi le refus burkinabé a fonctionné comme un séisme symbolique. Il exposait l'écart entre la perception occidentale d'une Afrique en déficit permanent et la réalité d'un continent où certaines nations consolident désormais leur autonomie par la base, non par proclamation. Autrement dit, l'interrogation ouverte dès le premier instant: comment un pays peut-il dire non sans vaciller, trouve ici son premier élément de réponse. Pour comprendre comment ce basculement a pris forme sur le terrain, il faut suivre ce qui, bien avant les caméras et les déclarations internationales, avait pressenti que quelque chose changeait réellement. Le premier repère vient d'un agronome de la région de Kaya, habitué aux sécheresses longues et aux rendements faibles. Il observait depuis 3 saisons une stabilisation rare. Les sols retenaient mieux l'eau, les coopératives échangeaient leurs semences sans attendre des distributions extérieures, et les familles cessaient progressivement de migrer pour chercher des revenus temporaires. Son témoignage décrivait moins un exploit qu'une lente maturation, celle qui transforme une pratique locale en levier national. À l'autre bout du pays, dans les faubourgs de Bobo-Dioulasso, un cotonculteur racontait une scène encore plus révélatrice. Lorsqu'il a entendu que l'aide occidentale arriverait peut-être sous condition, il a réuni ses voisins sous un hangar en tôle pour examiner leurs propres stocks. Ils n'étaient pas abondants, mais ils étaient suffisants.
S'ils envoient leur grain, c'est pour que le nôtre vaille moins, avait-il conclu, reprenant une idée qui circulait déjà de village en village. Ce constat, partagé sans slogan, traduisait une intuition collective. La valeur d'une récolte ne réside pas seulement dans sa quantité, mais dans l'indépendance qu'elle procure. C'est cette perception qui a précédé le geste politique et en a renforcé l'écho. Bien avant que les chancelleries ne s'alarment, des communautés locales avaient identifié que l'enjeu n'était pas la disponibilité immédiate, mais la trajectoire à long terme. Elles avaient compris qu'un seuil avait été franchi et qu'il serait désormais coûteux de revenir en arrière. La souveraineté commence dans les champs. Avant le refus, tout semblait suivre le schéma classique, une aide massive, présentée comme urgente, destinée à un pays que l'Occident considérait encore comme structurellement dépendant. Après le refus, le paysage diplomatique s'est brusquement déplacé, comme si une pièce maîtresse venait d'être retirée d'un échiquier que beaucoup pensaient immuable. Cette bascule, provoquée par la décision d'Ibrahim Traoré, a déclenché une séquence d'événements rapides, successifs, presque mécaniques dans leurs implications. D'abord, la tension immédiate. Washington a interprété le geste comme une rupture du dernier canal d'influence stable dans la région. Les premiers mémos internes parlaient d'un précédent dangereux, révélant que la problématique dépassait largement la question alimentaire. Les analystes notaient que si un pays sortait du système d'influence par l'aide, d'autres pourraient tenter la même chose, et que la Sahel ne serait plus un terrain géopolitique unidirectionnel. Ensuite, la réaction européenne. À Bruxelles, les débats se sont crispés en quelques heures. Les experts agricoles pointaient déjà la contradiction d'envoyer des excédents vers l'Afrique, alors que les agriculteurs européens manifestaient contre les coûts élevés et les importations non contrôlées. Le refus burkinabé exposait en pleine lumière un inconfort latent. Comment justifier une aide alimentaire conditionnelle quand les producteurs locaux européens eux-mêmes vacillent ? Un conseiller anonyme a lâché une question qui a circulé bien au-delà des salles de réunion. Si un pays peut dire non à 1,4 milliard, à quoi d'autre pourrait-il dire non ? Puis vint l'onde africaine. Au Mali comme au Niger, les réactions officielles ont été rapides et publiques. Les gouvernements ont salué la décision comme un acte de souveraineté agricole et politique. Au Ghana et au Kenya, les commentateurs médiatiques ont élargi le débat. L'enjeu n'était plus seulement Burkina Faso, mais le modèle même de l'aide conditionnelle en Afrique. Dans les radios, les marchés, les campus, la phrase qui revenait le plus souvent tenait en quelques mots : si nous produisons, nous négocions autrement. Le troisième temps fut interne. Contrairement aux prévisions alarmistes, aucune pénurie n'a eu lieu. Les marchés de Ouagadougou sont restés fournis. Certains commerçants ont même observé une hausse de la demande pour le grain local, comme si la population voulait prouver par elle-même que la souveraineté alimentaire n'était plus un rêve, mais une réalité en construction. Dans plusieurs provinces, des groupes de jeunes ont nettoyé des parcelles abandonnées pour les remettre en culture. Sur les réseaux sociaux, leurs photos ont circulé sous un mot d'ordre simple : on cultive ce qu'on défend. Enfin, le ricochet diplomatique ? La fuite d'un document américain qualifiant le refus burkinabé de menace structurelle a mis le feu aux poudres. Les réactions populaires, au lieu de s'inquiéter, ont éclaté de fierté silencieuse. Un professeur d'université a résumé le sentiment général. Quand la liberté inquiète, cela révèle surtout la fragilité de ceux qu'elle dérange. Ce fil d'événements, rapide et tendu, montre qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'éclat, mais d'un pivot. Un pivot qui reposait sur une base solide, la capacité de produire, la capacité de refuser, la capacité de redéfinir les rapports de force. Au point de départ, le pays semblait inscrit dans une trajectoire classique d'assistance. Mais le basculement est devenu visible dès lors que la production nationale a couvert 85% des besoins alimentaires. Ce pourcentage, souvent cité mais rarement compris, résume 3 années de reconquête agricole où chaque hectare remis en culture a réduit la dépendance structurelle à l'extérieur. La deuxième donnée, le montant de 1,4 milliard de dollars proposé par Washington et Bruxelles, a servi d'amplificateur du contraste. Non pas parce que la somme était insignifiante, mais parce qu'elle impliquait des conditions susceptibles de court-circuiter les acteurs locaux déjà engagés dans la relance de la production. Enfin, la capacité de certains marchés régionaux à nourrir près de 200 000 personnes grâce aux coopératives féminines
a montré qu'un seuil fonctionnel avait été franchi. Ce chiffre ne décrit pas une exception, mais une tendance qui se répète dans plusieurs provinces, signe qu'un socle d'autonomie émerge réellement. Ces 3 repères, pris ensemble, donnent une lecture différente du rapport de force. Ils indiquent que la décision de rejeter l'assistance ne reposait pas sur un discours identitaire ou une posture idéologique, mais sur une évolution mesurable et vérifiable du terrain agricole. Autrement dit, l'arbitrage politique a suivi la dynamique économique, non l'inverse. En analysant la progression des coopératives, on comprend mieux la cohérence interne du mouvement. Les femmes du Sranov, en produisant assez de mil pour alimenter des marchés entiers, ont démontré que la résilience ne dépendait pas seulement de programmes stratégiques venus d'en haut. Elle se construisait dans les pratiques quotidiennes, rotation des cultures, partage de semences adaptées, entretien communautaire des canaux d'irrigation réhabilités. Les diplomates étrangers, habitués à voir dans les statistiques un reflet mécanique des politiques publiques, ont sous-estimé la force sociale derrière ces chiffres. L'autre dimension quantitative, plus subtile, concerne les flux commerciaux. En exigeant que Burkina Faso privilégie des importations depuis des corridors dominés par les États-Unis et l'Union européenne, le paquet alimentaire aurait figé une structure de dépendance au moment précis où elle commençait à s'éroder. Les annexes confidentielles décrites par les analystes régionaux faisaient peser une question silencieuse. Comment un pays qui reconquiert sa production peut-il accepter un mécanisme qui réduit la valeur de ses propres cultures ? Dans les villages, cette équation était intuitive. Dans les capitales occidentales, elle a pris les allures d'une surprise stratégique. Le cœur du choc diplomatique réside donc dans l'écart entre 2 anticipations. L'anticipation occidentale fondée sur l'idée que le pays resterait dans une logique récurrente de demande. L'anticipation burkinabé, alimentée par des résultats concrets, montrant qu'un modèle de souveraineté agricole devenait crédible. La transition se lit aussi dans les comportements sociaux, montée de la fierté locale, mobilisation des jeunes pour réhabiliter des terres inutilisées, adoption d'une logique de responsabilité collective à l'échelle villageoise. Ces phénomènes, rarement quantifiés mais bien réels, ont accompagné les indicateurs chiffrés et leur ont donné une profondeur politique inattendue. Ainsi, les données ne racontent pas mais sinon pas seulement une amélioration technique, elles décrivent une reconfiguration du rapport au pouvoir, à la négociation et à la dépendance. Elle montre que la souveraineté alimentaire est devenue plus qu'une ambition, une variable capable de renverser un rapport de force historique. Pour évaluer la portée réelle du refus burkinabé, il faut d'abord présenter honnêtement les 2 positions qui s'opposent, sans caricature. L'exercice est crucial. Une décision historique ne gagne en solidité que lorsqu'elle résiste aux arguments les plus robustes de la partie adverse. Dans cette lecture, le paquet de 1,4 milliard de dollars représente une sécurité immédiate. Il garantit un filet humanitaire en cas d'aléas climatiques, maintient des corridors logistiques éprouvés et stabilise un environnement agricole encore vulnérable aux chocs externes. Selon cette perspective, refuser une assistance d'une telle ampleur reviendrait à se priver volontairement d'un amortisseur stratégique, au risque de fragiliser les marchés durant les saisons difficiles. Pour Washington et Bruxelles, l'aide conditionnelle est conçue comme un mécanisme d'assurance mutuelle, un soutien matériel en échange d'alignements politiques ou commerciaux jugés nécessaires pour préserver la cohérence des relations bilatérales. A l'inverse, de nombreux acteurs africains interprètent ces conditions comme un frein plutôt qu'un soutien. Les obligations d'importation depuis des corridors occidentaux, les comités de supervision partiellement externalisés, où la réintroduction de variétés agricoles mal adaptées évoque davantage un contrôle qu'une coopération. Cette position avance que l'aide risque d'étouffer, plutôt que d'encourager la dynamique de production récemment reconquise dans les campagnes burkinabées. Les données présentes dans la source lèvent l'ambiguïté. Burkina Faso n'a pas refusé un soutien par idéologie, mais parce que ses indicateurs agricoles montraient une évolution structurelle. 85% des besoins alimentaires couverts, des marchés stables après l'annonce, des coopératives capables d'alimenter jusqu'à 200 000 personnes. Autrement dit, le calcul n'était pas de défier l'Occident, mais d'éviter un mécanisme qui aurait affaibli les gains déjà obtenus. Et c'est précisément cette dimension factuelle et non idéologique qui explique pourquoi la décision a résonné dans toute la région. Tout bascule en une phrase. Au milieu des débats techniques, des projections économiques
et des tensions diplomatiques, un détail longtemps ignoré réapparaît. L'offre occidentale n'était pas seulement alimentaire, elle impliquait la réorientation des corridors commerciaux au moment précis où les filières locales burkinabées redevenaient compétitives. Ce point, discret dans les documents publics, mais explicite dans les annexes confidentielles, modifiait entièrement la lecture du refus. Il ne s'agissait plus d'aide, mais d'un verrou. C'est ici que la décision d'Ibrahim Traoré change de statut. Ce n'est plus un geste politique isolé, mais un signal qui révèle la fracture entre deux visions du partenariat. D'un côté, une conception où l'assistance justifie l'ingérence, de l'autre, une approche où l'autonomie agricole redéfinit la marge de négociation. La réaction africaine vive et presque instinctive montre que cette révélation a touché un point nerveux du continent, la crainte d'un retour à des schémas de dépendance camouflés sous l'humanitarisme. Dans plusieurs pays, les commentateurs ont compris que si le Burkina avait accepté, il aurait verrouillé la valeur de ses propres récoltes pour plusieurs saisons. Le milieu de l'histoire, ici, devient un miroir. Il renvoie autant les fragilités occidentales que les nouvelles certitudes africaines. Les conséquences du refus burkinabé se sont déployées simultanément sur 4 plans distincts, chacun révélant un pan différent de la transformation en cours. Et c'est là que la décision d'Ibrahim Traoré prend toute sa profondeur. Elle n'a pas seulement modifié une relation diplomatique, elle a modifié un écosystème entier de comportements, d'attentes et de stratégies. Le premier effet, concret et mesurable, s'est manifesté dans les marchés. Contrairement aux prédictions alarmistes, aucune tension majeure n'est apparue. Les étals sont restés fournis et la demande pour les céréales locales a même augmenté. Ce phénomène a servi de validation populaire au choix du gouvernement. Les familles ont cessé de parler de survie pour parler de capacité. Les jeunes ont commencé à réhabiliter des terres abandonnées, un mouvement spontané sans directive officielle qui a donné un nouveau sens à l'idée de souveraineté agricole. À l'intérieur du pays, le refus a symbolisé un passage d'un modèle d'attente à un modèle d'initiative. La réaction internationale a été rapide. À Washington, des mémos internes ont décrit la décision comme un précédent dangereux, révélant que la crainte n'était pas humanitaire mais stratégique. Si un pays pouvait dire non, d'autres pourraient suivre. À Bruxelles, la stupéfaction a été plus structurelle. L'Europe envoyait des excédents alimentaires alors que ses propres agriculteurs protestaient contre des régulations jugées intenables. Le refus burkinabé exposait cette incohérence, rendant plus difficile la justification d'un modèle où l'aide servait aussi de débouché pour les surplus européens. La décision du Burkina a donc agi comme un révélateur. Elle a forcé les capitales occidentales à affronter leurs fragilités internes. Dans de nombreux pays africains, le geste burkinabé a été perçu comme une brèche ouverte dans un mur longtemps considéré infranchissable. Mali, Niger, Ghana, Kenya, les réactions se sont multipliées. Les analystes parlaient d'un moment de mémoire, celui où un continent cesse de s'identifier à une posture de déficit permanent. Pour beaucoup, l'enjeu n'était plus le Burkina Faso en tant que cas isolé, mais la possibilité d'un effet domino. Cette dynamique nord-sud a perturbé les équilibres historiques. Le refus a montré que l'influence occidentale n'était plus garantie par défaut. Elle devenait négociable, réversible, discutable. Dans la région sahélienne, l'impact a été presque immédiat. Des gouvernements ont annoncé des révisions de leurs accords d'aide. Des ONG internationales ont constaté que leur influence diminuait dans les zones rurales, où les associations locales demandaient désormais plus de transparence. Et surtout, une question nouvelle a émergé dans les cercles politiques régionaux. Faut-il réécrire les règles de l'aide pour éviter toute conditionnalité politique ? Le débat aurait semblé irréaliste il y a quelques années. Aujourd'hui, il s'appuie sur un exemple devenu référence. Au final, ce qui paraissait être un geste isolé s'est transformé en architecture nouvelle, d'effets réels, distribués sur plusieurs niveaux. La décision d'Ibrahim Traoré a fonctionné comme un catalyseur, révélant les forces internes, les faiblesses externes et les redéfinitions possibles du rôle africain dans le monde. À ce stade de l'histoire, une question domine toutes les autres. Que se passera-t-il dans les prochains mois ? Pour y répondre sans spéculation excessive, il faut construire 3 trajectoires plausibles, chacune fondée sur les dynamiques déjà visibles dans les faits.
Aucun scénario n'est certain, mais chacun éclaire une facette de ce moment charnière. Dans cette projection, le Burkina poursuit l'élan actuel sans rupture majeure. Les coopératives renforcent leur routine, les marchés demeurent stables et les récoltes prochaines restent dans la continuité des 3 dernières saisons. Les partenaires régionaux, encouragés mais attentifs, adoptent une posture d'observation active. Ils ne rompent pas avec les modèles d'aide existants, mais commencent à exiger des conditions plus transparentes. La relation avec les puissances occidentales reste tendue mais fonctionnelle, marquée par des négociations techniques plutôt que des confrontations idéologiques. Ce scénario privilégie la maturation lente plutôt que l'accélération brutale. Dans une version plus favorable, l'exemple burkinabé prend de l'ampleur. Mali, Niger, voire Ghana ou Kenya amorcent des révisions de leurs accords alimentaires. Les discussions au sein de l'Union africaine aboutissent à un chantier officiel sur une charte de souveraineté agricole, limitant les conditionnalités dans les programmes humanitaires. Localement, une hausse de la production confirme le potentiel de la filière vivrière, renforçant la confiance populaire. Dans ce scénario, le refus burkinabé n'est plus un acte isolé. Il devient le premier jalon d'un repositionnement continental autour de l'autonomie. Le rapport de force nord-sud se rééquilibre davantage, rendant les anciennes architectures d'aide beaucoup plus difficiles à maintenir. Dans une hypothèse plus difficile, l'environnement se durcit. Une mauvaise saison climatique ou une perturbation logistique pourrait fragiliser les marchés, ravivant les inquiétudes d'une partie de la population. Les partenaires occidentaux, cherchant à rétablir un levier d'influence, pourraient resserrer les termes de futurs accords commerciaux ou ralentir certaines coopérations. À l'intérieur, des divisions politiques pourraient réapparaître si les résultats agricoles n'atteignent pas les niveaux espérés. Ce scénario n'efface pas les acquis, mais rappelle que l'autonomie n'est jamais à l'abri des aléas. La résilience devient alors un test, non un acquis définitif. Dans les 3 cas, la clé est la même, raisonner en trajectoire plutôt qu'en prédiction. L'autonomie agricole est un processus cumulatif. Chaque saison en renforce ou en affaiblit la crédibilité. Comprendre ces trajectoires permet non seulement d'anticiper, mais aussi de préserver l'élan qui a rendu possible ce moment inédit. Au-delà des chiffres, des stratégies et des rapports diplomatiques, l'histoire touche quelque chose de plus intime. La manière dont chacun, citoyen, étudiant, agriculteur, membre de la diaspora, se situe face à un changement de paradigme. Ce type de transformation ne se mesure pas seulement en tonnes de mil ou en pourcentage d'autosuffisance. Il se mesure dans les conversations du quotidien, dans les gestes simples, dans les questions que l'on pose soudain différemment. Pour les familles, ce moment crée une forme nouvelle de stabilité psychologique. Ne plus craindre qu'un communiqué étranger décide du prix d'un sac de céréales ou de la disponibilité d'un produit de base change la manière d'envisager l'avenir. L'incertitude n'a pas disparu, mais elle n'est plus perçue comme imposée depuis l'extérieur. Pour les jeunes, souvent sceptiques ou distants face au discours politique, cette période ouvre une brèche. Ils voient un lien direct à leur engagement. Nettoyer une parcelle, participer à une coopérative, partager des informations locales et un impact national. Ce sentiment d'utilité nourrit un type de patriotisme calme, dépourvu de slogans, mais riche en actions concrètes. Pour les urbains, parfois éloignés de la réalité agricole, le changement s'exprime dans un rapport plus lucide à la dépendance. Comprendre que les marchés sont restés stables après une décision aussi audacieuse modifie la perception du possible. L'idée de souveraineté cesse d'être abstraite, elle devient un mécanisme visible, presque tangible. Enfin, pour la diaspora, qui observe souvent les événements à travers un prisme médiatique extérieur, le refus burkinabé agit comme une source de fierté inattendue. Il devient un repère, un argument dans les discussions, une preuve que la posture africaine peut évoluer de la réaction à l'initiative. Ce sont ces mouvements intérieurs, diffus mais profonds, qui déterminent la durabilité d'un changement historique. Pour que ce moment devienne plus qu'une parenthèse historique, il faut une méthode, un chemin lisible, articulé autour d'acteurs identifiés, d'échéances raisonnables et de critères mesurables. C'est ici que la décision d'Ibrahim Traoré sert non seulement de point de rupture, mais aussi de point de départ pour structurer une trajectoire durable. Le premier axe consiste à consolider les acquis agricoles des 3 dernières saisons.
Cela implique un recensement précis des bassins productifs, une priorisation des infrastructures d'irrigation déjà fonctionnelles et une sécurisation logistique entre zones rurales et marchés urbains. L'indicateur de suivi est simple, maintien des volumes hebdomadaires, mise en marché sans variation anormale. Les coopératives féminines, les collectifs de jeunes et les agriculteurs revenus des villes doivent être soutenus, non par des subventions massives, mais par des outils, formation, stockage, équipements légers, accès à des semences adaptées. Le critère de réussite, augmentation de la capacité locale de transformation, même modeste, afin que la valeur ajoutée reste dans les villages. La nouvelle autonomie impose de repenser les relations extérieures. Les accords commerciaux doivent éviter toute clause qui affaiblit la production nationale. Un cadre régional pourrait être corédigé avec le Mali, le Niger ou le Ghana, afin d'imposer une transparence minimale au programme d'aide, la mesure d'impact, obtention d'au moins un accord exempt de conditionnalité politique. Ce dernier volet dépasse la technique, il touche à la culture politique. Partager les résultats, diffuser les pratiques agricoles adaptées, documenter les réussites locales, permet de transformer une décision isolée en dynamique collective. L'objectif n'est pas la perfection, mais la reproductibilité. En somme, un changement historique n'avance pas seul. Il avance avec une carte, des acteurs et un suivi clair. Quand on revient aux scènes discrètes qui ont précédé cette transformation, une coopérative partageant des semences, un groupe de jeunes défrichant une parcelle, un marché restant fourni malgré toutes les prédictions, on comprend que le tournant n'a pas eu lieu dans les capitales étrangères, mais ici, dans ces gestes modestes. Et c'est précisément cette réalité que la décision d'Ibrahim Traoré a rendue visible au monde. Un pays n'est jamais faible lorsqu'il se remet à croire en la valeur de son propre travail. Le rappel de ces scènes n'a rien d'anecdotique. Elles sont les points d'ancrage d'une souveraineté en devenir, celle qui transforme une décision politique en émotion collective, un refus en présence, une tension diplomatique en maturité nationale. Elles expliquent pourquoi tant de familles, d'étudiants, d'agriculteurs et de membres de la diaspora ont ressenti quelque chose de précis, mais difficile à nommer, un souffle, le souffle d'un pays qui cesse de s'excuser d'exister. Dans ce moment suspendu, un principe simple s'impose, sans éclat, sans triomphalisme. La dignité nourrit plus que le grain. Et peut-être que cette idée qui circule aujourd'hui de village en village survivra bien plus longtemps que les débats géopolitiques qui tentent de l'expliquer. Ce chapitre n'appartient plus seulement aux diplomates, aux analystes ou au gouvernement. Il appartient désormais à celles et ceux qui observent, comparent, questionnent et cherchent à comprendre ce que signifie vraiment une autonomie qui se construit loin des projecteurs. L'histoire du Burkina Faso ne demande pas d'adhésion aveugle. Elle invite simplement à regarder autrement les mécanismes de l'aide, les rapports de force et les possibilités d'un avenir pensé depuis l'intérieur plutôt que dicté depuis l'extérieur. Si vous vivez dans la région, si vous suivez les évolutions agricoles ou si vous faites partie de la diaspora, votre regard compte. C'est lui qui donne forme à la conversation et qui détermine la manière dont ce moment sera interprété demain. Une discussion ouverte, calme et honnête